un guide pratique que la Fédération des Gîtes de France a diffusé en septembre 2021 et qui normalement est déjà accessible sur votre bureau propriétaire. Donc, ça fait un ensemble, quoi. Voilà. Donc, du coup, je vais me présenter. Moi, je m'adresse à vous, en fait, compte à un triple titre. D'abord, je suis un hébergeur du réseau des Gîtes de France, comme vous. J'ai un gîte rural dans l'Orne, en Normandie, un gîte Panda, et depuis 2006, je suis dans le réseau. Premier titre. Deuxième titre, je suis électromobiliste. Avec mon épouse, ça fait bientôt 8 ans, il y aura 8 ans au printemps qu'on roule en voiture électrique, on n'a que ça. On habite à la campagne, comme beaucoup à la campagne, on a deux voitures, et c'est deux voitures 100% électriques. Donc on a une longue pratique dans plein de cas de figure de l'électromobilité. Et troisième titre, quand nous partons en vacances ou en week-end, nous allons de préférence dans les hébergements du réseau Gîtes de France. Et donc, on a une certaine pratique de comment ça s'y passe, etc. Donc, c'est assez. Alors, j'ai oublié de vous préciser, donc je parle en tant qu'électromobiliste et à ce titre, je suis adhérent actif d'une association nationale d'électromobilistes et qui promeut l'électromobilité. Et dans ce cadre, ce que je vais vous dire, le guide pratique qui a été élaboré avec la fédération dans un cadre d'un groupe pratique dont je faisais partie, a été validé collectivement au sein de cette association qui s'appelle ACOS France, Association de conducteurs de véhicules zéro émission. Donc voilà à quel titre je prends le temps d'éclairer votre lanterne et je vous remercie de vous y être inscrit parce que c'est un vrai besoin, on va y revenir, que le réseau soit de plus en plus équipé en points de recharge dans ces hébergements, en tout cas ceux des hébergements dont les propriétaires feront ce choix. Donc, je vais vous présenter et commenter une douzaine de diapositives. Donc, vous voyez le plan apparaître sur cette diapo de tête. On va commencer bien sûr par parler du contexte. Mon propos ici ce ne sera pas de vous parler des voitures électriques, de vous vanter cette mobilité-là. Ce n'est pas le sujet. Mon sujet, c'est de faire en sorte que vous puissiez vous prendre vos décisions quant à équiper votre hébergement en point de recharge. Et donc, on va exposer de quels équipements il s'agit. J'insisterai beaucoup sur des éléments de sécurité électrique. Après quoi, on abordera qui peut faire les installations, qui est habilité, ce que ça coûte en installation, les aides qu'on peut mobiliser, et ce que coûte aussi une recharge en termes de consommation électrique. Et enfin, on échangera sur la façon dont vous pouvez procéder en termes de facturation aux clients. À la toute fin, on évoquera aussi des entreprises partenaires de la Fédération des Gîtes de France auxquelles vous pourriez, le cas échéant, vous adresser. Donc, sur cette diapo de tête, vous voyez deux sigles en bas. Je les reprends pour que je sois clair. Quand on parle de VE, ça veut dire véhicule électrique. Quand on parle de VHR, ça veut dire véhicule hybride rechargeable. Et au fil du texte, vous verrez plusieurs fois apparaître le sigle IRVE. D'ailleurs, on peut passer la diapo suivante. IRVE, ça veut dire infrastructure de recharge des véhicules électriques. Alors, élément de contexte. Élément de contexte, ça concerne le marché automobile. Oui, la diapo 2, oui. Le marché automobile, d'une part, le marché automobile est globalement en retrait, mais dans ce retrait, la vente des véhicules électriques en France, mais aussi en Europe, est en forte hausse. En 2021, la vente des véhicules électriques, donc dans les immatriculations de vente de véhicules neufs, c'était moins de 10%, 9,7%. En fin 2022, on est à 13%. Et ça va continuer, je vous dirai pourquoi. Et pour vous donner une indication de ce je pense, on risque d'atteindre dans quelques années, je vous ai repris dans le petit cartouche à côté, à droite, les chiffres de la Norvège. La Norvège est un pays d'Europe qui, depuis plusieurs années, apparaît comme un précurseur
des véhicules électriques. Et si on regarde les immatriculations de 2022, 79,3 sont des véhicules 100% électriques, 8,5% des véhicules hybrides rechargeables, ce qui fait pratiquement 90% en Norvège. Donc ce n'est pas, c'est pas la France, on est d'accord, mais ça vous donne une référence et je vous la donne à toute fin utile. Alors, je veux insister sur l'évolution du marché parce qu'elle est non seulement quantitative, mais elle est aussi qualitative. Jusqu'à ces toutes dernières années, le véhicule électrique de référence en France, c'était la Zoé. Et la Renault Zoé, pour être une excellente voiture, ce n'est pas avec ça que les gens partent en vacances ou en week-end en famille. On trouve maintenant sur le marché, on trouve auprès de pratiquement tous les constructeurs, et tous s'y mettent, une gamme beaucoup plus élargie avec des véhicules plus spacieux et avec une capacité en termes d'autonomie qui permet de prendre la route et de partir en vacances avec des bagages, avec des passagers. Et donc, la fréquentation que vous avez sans doute déjà vue dans vos hébergements, elle ne pourra que s'augmenter. Diapo suivante. Diapo suivante, s'il vous plaît. Oui. Voilà, elle ne pourra s'augmenter, premièrement parce qu'il y a l'échéance de 2035 qui est dans toutes les têtes au niveau des constructeurs. C'est pour ça que leur offre évolue et elle évolue très très vite. Ils ne vont pas attendre 2035. Et beaucoup de gens qui ont à faire un achat de renouvellement de leur véhicule commencent déjà à se positionner. Une partie le fait à petits pas en prenant des hybrides rechargeables, mais c'est des voitures qu'il faut brancher, et même plus souvent que les autres si on veut optimiser son usage. Et puis une partie, et de plus en plus, fait le choix de passer en 100% électrique. Donc, la période des pionniers de l'électromobilité est déjà terminée. On est déjà dans une phase de diffusion de grand nombre. Et moi, je vois la différence parce que dans les premiers temps, quand je me déplaçais, on faisait partie des gens qui étaient rares et on faisait attention, on se renseignait, etc., sur les bons tuyaux, les bonnes pratiques. Maintenant, on voit arriver des gens qui ont une voiture depuis pas longtemps, parfois même qu'ils l'ont louée pour faire un essai. Ils l'ont louée à une société de location où ils se l'ont fait prêter en famille. Et donc, vous avez des gens qui sont beaucoup moins expérimentés, qui vont débarquer dans vos hébergements, et ça fait partie des questions de sécurité par conséquent. Donc, l'électromobilité, donc, on n'est plus à l'époque pionnière, on est dans la phase de développement déjà qui a commencé. Par contre, la question de l'ère pionnière, elle est en plein développement du côté des hébergements. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est quand on se déplace en véhicule électrique, il y a un certain nombre de pratiques qu'il faut modifier par rapport à celles que vous connaissez quand on est en véhicule thermique. En véhicule thermique, vous vous arrêtez pour faire le plein, évidemment. Avec un véhicule électrique, l'usage classique, courant, n'est pas comme ça. On pratique par une organisation, une anticipation, de façon à ce qu'on puisse recharger quand on s'arrête. Et par exception, on s'arrête pour recharger quand on fait des grands trajets qui excèdent l'autonomie du véhicule. Donc là, dans ce cas-là, on va repérer des bornes rapides sur l'autoroute, sur les aires d'autoroute ou sur les grands axes. Mais en règle courante, pour la majorité des cas, on recharge quand on s'arrête. Et du coup, quand on part en vacances, on va planifier d'avance ses recherches autour de ce critère-là. On va chercher des hébergements où on sera sûr de pouvoir s'héberger. Moi, personnellement, je ne vais plus jamais dans un hébergement dont je ne suis pas assuré de cela. C'est un critère de base, que ce soit un hôtel, une chambre d'hôte ou un gîte. Et donc, du coup, dans cet esprit-là, la Fédération des gîtes de France, en 2020, a constitué un groupe de travail réunissant quelqu'un au niveau national, un responsable d'un relais départemental ou régional, je ne sais plus, enfin en Alsace, et puis la chargée de mission du relais de l'Orne, et puis moi-même en tant qu'hébergeur. Ce groupe pratique a rédigé un guide qui vous a été diffusé. Normalement, il est déjà dans votre espace propriétaire depuis l'an dernier.
Et puis, depuis la fin de l'année dernière, depuis la fin 2021, à la demande des relais, j'anime des ateliers comme ce soir avec vous. J'en suis à 28, en comptant ceux qui sont programmés d'ici la fin de ce mois. 28 hébergements. Donc, si vous comptez une vingtaine, 30 à chaque fois, vous voyez qu'il y a déjà du monde qui est passé. Alors, cela dit, il y a encore matière à déploiement. Je vous ai mis dans les cartouches du bas des petits chiffres. Donc, au niveau national, le 9 janvier, il y avait 1029 hébergements. Je crois qu'on est presque à 1060. Hier soir, c'était 1059. Donc, 1029 rapporté à environ 50 000 hébergements, ça fait du 2%. C'est pas mal, mais vous voyez bien que 2%, c'est quand même pas grand chose. Moi, j'estime qu'il faut viser 10%. Bon, on devrait atteindre ça à bon rythme si on continue comme on est parti. S'agissant de l'Occitanie, dont vous faites partie, il y en a 86 actuellement, 86 sur un total de 6838. Ça veut dire que vous êtes, je suis désolé de vous le dire, vous êtes en dessous de la moyenne nationale, vous êtes à 1%, un petit peu plus de 1%. Donc, vous avez d'autant plus de la marge pour avancer, pour être dans les pionniers dans ces régions. Et c'est vrai que moi, quand on va dans le sud, c'est plus difficile de trouver des hébergements équipés dans le sud que dans les régions autres. C'est comme ça, mais vu le total de 6 ateliers que j'ai à animer avec vous d'ici la fin de cette semaine, j'espère que les résultats seront à la hauteur. Donc voilà, donc la fédération a créé dans les moteurs de recherche des sites internet, que ce soit au plan national, mais qui sont dupliqués aussi dans les relais, dans les sites internet des relais territoriaux, plan départemental ou régional, des critères pour chercher un abonnement quand on est client. Classiquement, on a les critères extérieurs du genre jardin, jardin clos, piscine ou des choses comme ça. Eh bien, a été créé avec un petit pictogramme qui est repris là sur la diapo, la petite voiture avec la prise, avec le fil, recharge véhicule électrique. Donc, ceux des hébergements qui sont équipés, on va voir juste après de quels équipements il s'agit, normalement sont référencés par leur relais et repris dans la base nationale, et ça permet aux clients de chercher sur cette base-là les hébergements correspondant à l'équipement ou aux prestations, à la localisation qui correspond à leur recherche. Et donc, moi, ce à quoi je vous invite à réfléchir, c'est à vous équiper de façon à vous distinguer. C'est un critère distinctif, c'est quelque chose qui vous permet de vous démarquer par rapport à vos collègues, à vos voisins, à l'offre locale, avec un équipement qui colle à une demande qui est déjà présente et qui n'ira qu'en progressant au fil des années. S'il y a des questions, n'hésitez pas, au fur et à mesure, je peux m'interrompre et répondre au fur et à mesure. Sinon, j'avance. Alors, diapo suivante. Les équipements IRVE, donc IRVE pour infrastructure de recharge de véhicules électriques, et le terme générique qu'on utilise ici, c'est point de recharge. Point de recharge et non pas borne. J'insiste beaucoup là-dessus parce que la borne domestique est une solution, mais ce n'est pas la seule. Et ce n'est pas forcément celle que vous devez choisir, ça dépend. C'est ce qu'on va voir. L'objectif de l'équipement, c'est de permettre à vos clients de pouvoir se recharger comme à la maison. J'ai mis comme à la maison entre guillemets, parce que tous les possesseurs de véhicules électriques doivent d'abord résoudre une question préalable, c'est de pouvoir recharger au quotidien facilement. Alors, soit c'est chez soi, dans son garage, si on a un garage, si on habite dans une maison, par exemple. Si on a un appartement, soit on a une solution dans le cadre de la copropriété, soit on a une solution à proximité ou bien au travail, sur une borne publique, sur une borne commerciale. Mais en tout cas, il y a une solution qui fait qu'au jour le jour, on doit pouvoir se recharger facilement. Si on n'a pas ça, on ne peut pas circuler en voiture électrique. Et donc, l'objectif, c'est que cette aisance
qui est le préalable à l'équipement au quotidien. L'objectif, c'est de la retrouver quand on part en vacances, pour ne pas se prendre la tête. On arrive, on se branche sur place, et quand on repart le lendemain matin, la voiture est disponible. Je m'adresse donc aux hébergeurs qui ont dans leur prestation un parking privé. Je ne m'adresse pas aux chambres d'hôtes et aux gîtes qui seraient situés dans un bourg, dans une agglomération où le stationnement des clients se fera sur la voie publique. Je ne parle que ceux qui sont, je crois, majoritaires, qui ont un emplacement privé dans leur propriété. Si c'est le cas, le point de recharge dont on va parler doit être situé à 5 mètres de l'emplacement de stationnement, pas plus. Maximum 5 mètres. Pourquoi? Parce que les câbles dont les véhicules sont équipés ont une longueur variable selon les modèles et selon les marques. J'ai vérifié auprès de plusieurs concessionnaires et il en est résulté que la distance la plus courte était toujours de 5 mètres. Certains véhicules ont des câbles qui font 7 mètres, mais on ne va pas prendre ce cas-là, on reste à 5 mètres pour couvrir le cas général. Et puis, autre préalable aussi, je n'y reviendrai pas, il faut considérer que l'abonnement souscrit au niveau de votre fourniture d'électricité, il faut que ce soit un minimum de 9 kg au niveau de la puissance pour éviter des risques de disjonction, de coupure, en concurrence avec les autres usages classiques dans l'hébergement et ou chez vous selon la configuration, en termes de chauffage, en termes de chauffe-eau, en termes de cuisson, etc. Donc 9 kg comme puissance minimum. Après ça, vous voyez sur la diapo clairement qu'il y a deux cas de figure. Soit on parle d'une prise renforcée, soit on parle d'une borne de recharge domestique. Une prise renforcée, je vous ai mis une photo sur la partie gauche. C'est une prise qui ressemble exactement aux prises que vous pouvez avoir dans un atelier, dans un garage. C'est les mêmes broches, c'est les mêmes écartements, c'est les mêmes dimensions que les prises classiques. Simplement, les constructeurs, là c'est une prise chez Legrand, la Green Up, mais il y a plusieurs modèles, bien sûr, sur le marché. Ces prises-là sont conçues pour ne présenter aucun risque d'échauffement à la longue. Parce que le propre d'une recharge de voiture électrique, c'est que ça dure des heures, de plusieurs heures. Sur une prise de courant, le débit sera entre 2,5 et 3 kW de puissance. Et ça va durer 10 heures, 12 heures, 15 heures ou 5 heures selon la taille de la batterie et le niveau de sa décharge, mais en tout cas plusieurs heures. Et donc le risque qui en résulte, c'est que la prise elle-même, et plus encore les fils qui l'alimentent, s'ils sont trop fins, le risque c'est qu'ils s'échauffent. Et c'est pour ça que la sécurité, la normalisation dit qu'il faut que chaque point de recharge soit alimenté par une ligne dédiée, exclusive, et qui soit réalisée avec des fils d'un diamètre suffisant, au minimum 2,5 mm², pour éviter justement le risque d'échauffement. Cela dit, on peut recharger sur une prise de courant ordinaire, par exemple une prise d'atelier. Dans un atelier, toutes les prises sont équipées en 2,5. Sinon, vous ne pourriez pas utiliser les machines qu'on a dans un atelier. Après, il y a un autre point. Dans un atelier, il peut y avoir plusieurs prises qui sont reliées sur la même ligne jusqu'au tableau. Et ça, c'est pas bon. Parce que d'autres prises peuvent être utilisées par un autre appareil, un congélateur, un compresseur ou d'autres choses. Et du coup, ça peut conduire à une surconsommation sur la ligne. C'est pour ça que la prise renforcée doit être sur une ligne tirée pour ça, exclusive, avec un disjoncteur différentiel en tête de ligne. Voilà. Ça, c'est pour la prise renforcée. La borne de recharge domestique, c'est la même chose. Elle a sa ligne dédiée, avec sa sécurité en tête de ligne, sauf qu'elle va permettre un débit plus important. Tandis qu'on est
à 3 kg, 3 kW de puissance, de débit de puissance sur une prise. Sur une borne, on sera à 7 kg si on est en monophasé, on sera à 11, voire 22, ça dépend du contrat souscrit, de la puissance souscrite, si on est en installation triphasée. Ce qui permet de recharger beaucoup plus rapidement. Une même batterie en niveau de décharge, on va passer de 12-15 heures, ou même plus, à 4-5 heures pour la recharger, par exemple. Et donc, moi, le critère que je vous indique, parce qu'il faut faire un choix, ces deux solutions, c'est en tout et pour tout, c'est ça. Soit c'est l'un ou l'autre, soit c'est l'un et l'autre et vous panachez. Et le critère, c'est de regarder quelle est votre offre d'hébergement et quelle est la durée type du séjour. Si vous êtes un gîte, la durée type du séjour, ça va être le week-end ou la semaine. Dans ce cas-là, il n'y a pas de sujet. Une prise renforcée suffit. Et moi, quand je vais en gîte, c'est rare que je trouve une borne sur place. J'ai plus souvent affaire à une prise. Et même si j'arrive avec une batterie très vidée à l'arrivée, je sais qu'en deux nuits, j'aurais reconstitué ma batterie et je pourrais faire les trajets au jour le jour sans problème. Ah oui, je précise aussi, euh, les constructeurs automobiles préconisent à leurs clients, pour préserver la longévité de la batterie, préconisent deux choses. D'une part, on ne recharge la batterie à 100% que quand on va prendre la route. On ne charge pas à 100% si c'est pour la stationner. On se limite au quotidien à une recharge à 80%. Et après, tous les jours ou tous les 2 jours, on va ramener le niveau de la batterie vers ces 80%. Ce qui veut dire que pendant un séjour, où les gens sur place ne vont pas faire des grands kilomètres, ils vont se balader, mais ils vont faire 100 km dans la journée, 50 km, enfin quelque chose comme ça, eh bien l'habitude va être souvent, néanmoins, de faire des recharges d'appoint pour ramener la batterie vers les 80%. C'est ça les bonnes pratiques. Et puis à la fin, on va amener la batterie à 100% pour le voyage de retour à la maison. Si en revanche, vous êtes chambre d'hôte, vous avez des gens qui vont venir là pour un séjour de plusieurs jours, mais vous pouvez aussi en avoir qui seront là pour une étape d'une nuit et repartir le lendemain matin pour un trajet, continuer leur voyage. Moi, ça m'arrive de temps à autre et je sais d'expérience, et parfois à mes dépens, que si je me recharge sur une prise, eh ben, je n'aurai pas le lendemain matin ma batterie reconstituée à 100%. Donc ça voudra dire que je voudrais modifier ma planification et faire une recharge rapide en voyage plus vite que prévu initialement. Et si vous avez plusieurs hébergements, panachage de gîtes et de chambres d'hôtes, ou bien un grand gîte d'étape ou de groupe ou des choses comme ça, eh bien, vous pouvez faire un panachage de plusieurs points de recharge en modulant entre des prises renforcées pour les gens qui sont là sur plusieurs jours et qui n'ont pas une urgence d'avoir une recharge effectuée en mode accéléré, et une ou deux bornes pour les autres. Vous pouvez panacher. Il y a des solutions que j'évoquerai aussi plus tard, de points de recharge mutualisés avec identification, avec un badge de chacune des recharges. Donc voilà pour ce qui est l'équipement. On peut passer à la diapo suivante. Donc la sécurité électrique, je vais insister là-dessus, puisque c'est le risque majeur. Et c'est un risque majeur pour l'installation électrique. Ce n'est pas un risque pour les voitures. Même si votre installation est défaillante, vous n'endommagerez jamais la voiture parce qu'elle a sa propre sécurité, elle va se mettre elle va couper, la recharge va s'arrêter et puis c'est tout. Il ne se passera rien de plus. Là aussi, je l'ai vérifié. Et donc, le risque, il est pour vous, propriétaire, pour votre installation dans l'hébergement ou plus globalement dans l'installation des hébergements ou de votre point d'arrivée à votre domicile, si c'est à votre domicile selon la configuration. Euh, et c'est pour ça que la normalisation applicable en matière d'électricité fait que
les points de recharge doivent être installés par un électricien qualifié IRVE. C'est obligatoire pour les bornes domestiques. C'est facultatif pour les prises renforcées. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez le faire vous-même ou un électricien que vous connaissez ou un de vos copains. On a le droit et l'assurance ne pourra pas vous le reprocher. Pour autant, le guide pratique de la Fédération préconise que s'agissant des recharges, non pas pour vous et votre famille, mais pour des tiers, pour vos clients, préconise que tous les points de recharge soient installés par un électricien qualifié IRVE par sécurité. La sécurité, ça tient surtout au diagnostic de votre installation, ses points forts, mais aussi ses points faibles, pour que, avant de procéder à une installation, on corrige ce qui doit être corrigé. Par exemple, la qualité de la prise de terre. C'est un élément important. Donc, quand vous vous adresserez à un ou plusieurs électriciens pour qu'ils vous fassent des devis, demandez-leur de vous faire un diagnostic et comment ils voient les choses, qu'est-ce qu'ils vous préconisent. Et vous verrez bien par les différentes offres, ceux qui s'y connaissent, et vous aurez matière à choisir. Donc, leur travail à l'électricien, à leur fourniture de devis, ça consiste à créer une ligne depuis le tableau principal ou un tableau secondaire, comme je le disais tout à l'heure, tirer une ligne autant que de points de recharge à installer, une fois ou plusieurs si vous avez plusieurs points à installer, avec des circuits spécialisés et chacun ayant leur sécurité. Ça se limite à ça en fait. Sauf que ça veut dire percer des murs, faire des saignées, éventuellement des tranchées dans le sol pour rejoindre le parking, etc. Et ça peut aussi vouloir dire, selon la taille de vos hébergements, de votre offre, que vous allez commencer par un point de recharge, voire deux, et que ensuite, dans la durée, si la demande s'amplifie, si vous le jugez utile, vous augmenterez peut-être ce point-là. Si c'est le cas, si votre électricien vous propose de faire en deux temps, il faut en tout cas, dès le départ, prévoir d'installer les fourreaux, les gaines, directement en attente pour les lignes ultérieures qui seraient à venir, de façon à ne pas recommencer plusieurs fois le perçage des murs, de défoncer les allées ou les parkings. Vous le faire qu'une seule fois, et ça coûte pas cher de rajouter les câbles dans les gaines existantes. Sinon, je précise que vous, hébergeurs, vous n'avez jamais à fournir le câble qui va faire la liaison entre le point de recharge et la voiture. Ce n'est pas à vous de le fournir. C'est chaque propriétaire de véhicule, même en location, chaque véhicule est équipé de deux câbles. Un câble pour se raccorder sur une prise de courant qui comporte un petit boîtier de transformation qui va alimenter la voiture, et un deuxième câble de nature différente avec un connecteur type T2, c'est un format européen, c'est standardisé. Toutes les voitures ont le même standard, toutes les marques, tous les modèles, c'est obligatoire. Et le T2, ça permet de se brancher sur toutes les bornes domestiques de toutes les marques. Ça permet de se brancher sur toutes les bornes qu'on trouve sur les supermarchés, sur les parkings du supermarché, et toutes les bornes sur la voie publique. Donc, vous n'avez pas de câble à fournir. Vous n'avez pas à gérer la qualité de ces raccordements, c'est très important. Et ça peut mal vieillir si on ne fait pas attention. Donc, chacun gère son câble, c'est ça la règle. Et dans ce cas-là, les gens font attention. Il ne faut pas utiliser de rallonge. Pas de rallonge, parce que dans ce cas-là, 2 fois sur 3, la rallonge qui sortira, ce sera une rallonge dont le diamètre des fils sera insuffisant, ça risque de s'échauffer. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cette diapo. On passe à la diapo suivante. Sécurité électrique toujours. Alors là, du point de vue de la vigilance des propriétaires. Cette photo est issue d'un forum d'électromobilistes en 2022. C'est une vraie prise dans un vrai hébergement. Quelqu'un a branché sa voiture et il s'est passé ça.
La prise a fondu, la voiture, évidemment, la recharge s'est interrompue. Et ce qui se passe, c'est que derrière, la prise de courant était alimentée avec des fils qui étaient trop fins, évidemment. Et l'échauffement se traduit par cela. Donc, il en résulte un risque de coupure générale dans l'hébergement au minimum, éventuellement plusieurs hébergements, voire votre domicile si c'est le même point d'arrivée. Cette surchauffe peut avoir des petits bobos, mais ça peut provoquer au pire un début d'incendie. Et puis au total, toute cette consommation électrique hors contrôle, eh bien, c'est une consommation qui sera pour vos pieds et c'est vous qui en supporterez la charge, elle ne sera pas refacturée. Donc c'est pour ça, pour les propriétaires, moi j'indique, instaurer comme règle dans votre hébergement, on ne branche pas un véhicule sans avoir demandé votre accord préalable. Donc dites ça à l'arrivée de vos clients, rappelez-leur que s'ils ont besoin de se brancher leur véhicule à eux ou bien des amis qui vont venir pendant le séjour, on ne se branche pas sans votre accord préalable et s'accorder sur où et comment. C'est quelque chose qui peut être rappelé dans le livret d'accueil et même, moi, je pense que ça devrait être mentionné dans le contrat de location. C'est pas la même chose de brancher un vélo, de brancher un appareil photo ou un smartphone ou un ordinateur que de brancher une voiture. C'est pas le même débit, c'est pas la même durée de la recharge. Donc ça, c'est une vigilance pour tous les propriétaires et d'ailleurs de ce point de vue-là, pour ce qui est de l'encadrement à Gîtes-de-France, ça s'adresse même au-delà de ceux des propriétaires qui réfléchissent à s'équiper. Parce que les autres hébergements, les hébergements lambda, il peut se produire que des gens viennent avec un véhicule sans rien dire et cherchent à se brancher. Et s'ils se branchent sur la prise de la machine à café, ben c'est ça qui va se passer. La prise va fondre. En tout cas, il y a un risque. Voilà, on peut passer à la diapo suivante, sauf s'il y a des questions. Ah ben, il n'y a plus de diapo. Allô, allô? Allô, allô? Il n'y a plus de diapos, je suis un invité. Eh bien, comment ça se passe? Madame Dangean n'est plus là? Ça alors? Vous m'entendez là? Oui, je vous entends. C'est Gérard Rivière. Dites-moi, j'ai posé une question. C'était sur une prise en 2,5 carrés, qui est une Oui, prise dédiée. Peut-on installer une borne de recharge 7 kg? je crois pas, non. Je crois que le câble pour alimenter je suis pas électricien, moi. Je suis expérimenté, mais je suis pas électricien. Je crois que pour alimenter une borne en 7 kg en monophasé, je crois que le câble sera plus important que 2,5. À vérifier avec votre électricien. D'accord. Mais peut-être que oui, mais ça sera peut-être un diamètre supérieur. Mais de toute façon, c'est pas grave. S'il change le câble, il peut utiliser éventuellement la gaine qui est déjà en place. Oui. Oui, c'est Mais possible. moi, je sais que ma prise est alimentée, ma borne à moi, elle est alimentée, elle est en triphasé, et c'est des fils plus importants que ça. Et après, vous dites en triphasé, pour les 11 kg, on peut avoir du 11 kg en monophasé aussi. Je crois pas, non. Ah, je crois Ben, pas. si, ça dépend de l'abonnement que l'on a, c'est tout. Je suis pas sûr qu'on puisse avoir enfin, à vérifier. Pour moi, le 11 kW de puissance, c'est réparti sur les trois phases. D'accord. À vérifier. Oui, oui. Et de toute façon, les voitures qui chargent à 11, elles ne chargent à 11 que si elles sont alimentées en triphasé. Moi, ma voiture, Ah oui, si je me branche sur une prise, je charge à 7. Si je d'accord. me branche sur une borne alimentée en triphasé, je chargerai à 11. Et une Zoé, elle chargera à 22. Parce que chaque voiture est déterminée par la capacité de son chargeur interne. D'accord. Voilà. Qui peut le plus, peut le moins. Une borne en 22 peut
peut débiter du 11 sur une voiture qui prendra du 11 et du 7 pour une voiture qui ne prendra que sur une seule phase. D'accord. C'est pour ça que quand on a la possibilité d'installer du triphasé, c'est mieux. Ça permet une offre une plus grande amplitude de possibilités. D'accord, mais c'est un coût sur C'est un l'installation. coût plus important. C'est un coût plus important. C'est vrai. C'est un choix. Hein. C'est un Oui, choix. oui. Ça m'embête, Madame Dangean, on pourrait Oui, ça revenir y est, je suis là. au, Moi-même. au diaporama, s'il vous plaît, Oui. parce qu'il s'est évanoui. Vous le voyez plus? Non, On ne le voit plus. On vous voit, vous et les autres participants. Là, vous le voyez? Non. non plus. Non, j'ai fait démarrer le partage tout à l'heure. Tout à l'heure. Maintenant, on vous voit. Là? Oui. Voilà. Voilà. Très bien. Désolé. Bon, donc, on peut passer à la diapo suivante. Voilà, c'est ça. Donc, je vous ai parlé de la vigilance au niveau des propriétaires. Maintenant, je voudrais attirer la vigilance au niveau des relais Gîtes de France eux-mêmes. Je vais m'appuyer sur un cas réel qui est ce qui nous est arrivé en 2022 dans votre région. On a fait un séjour dans les Pyrénées et j'ai reproduit ici une photo de ce qui s'est passé en réel et avant, une photo des échanges par mail avec le relais du département concerné, peu importe lequel. Donc, on avait repéré sur Internet un gîte qui nous plaisait bien par sa localisation et ses prestations. Et donc, ma femme a demandé expressément au relais, est-ce qu'on pouvait brancher la voiture sur place? On nous a répondu de manière affirmative. Et du coup, on y est allé tranquille comme Basile, on a confirmé la réservation. Et quand je suis arrivé sur place, donc c'est ma voiture qui est là, c'est pas une photo prise sur Internet, j'ai fait moi. Je demande au propriétaire, très gentil, très aimable, leur hébergement était super bien fait, très, très conforme à ce qu'on avait lu. Je demande où est le point de recharge. Elle me dit, mais il n'y en a pas. Mais comment ça se fait alors que... Ben oui, parce que c'est vrai, au printemps, il y a des gens qui sont venus, qui sont branchés sur une prise du séjour, donc il faut que vous fassiez comme ça. Alors, c'est ce que j'ai fait, je n'avais pas le choix. Et donc, c'est derrière la balustrade. Donc, du coup, j'ai dû utiliser une rallonge que j'ai, moi, dans mon coffre, que j'avais fait faire pour ça, pour les cas de figure un peu à l'arrache. Je n'avais pas assez long pour me brancher sur la prise de la machine à laver, du lave-linge, parce que c'est la vraie sécurité. Quand on a un doute sur une prise de courant, on peut se brancher sur la prise du lave-linge, et là, ça va marcher sans risque. Mais c'était à l'autre bout de l'hébergement, je n'avais pas assez long de câble. Donc, j'ai dû me brancher sur la prise du salon, et on voit donc le câble pendouillé, la rallonge d'abord, puis le câble qui relie la voiture. Ça a marché, il n'y a pas eu de souci, parce que l'installation est très bien faite. Et j'ai compris après, en parlant avec les propriétaires, ils ont un chauffage par géothermie qui a été fait dans les règles de l'art, et l'électricien a tout mis, toutes les prises sont alimentées en 2.5. Et ce n'est pas toujours comme ça. On a eu vraiment de la chance, parce que je ne vous cache pas que j'ai eu peur, parce que je faisais tout à fait le contraire de ce que je préconise. Et en plus, pendant ce séjour, on a des amis qui sont venus nous rendre visite depuis Toulouse et qui nous ont fait une surprise d'arriver avec une voiture électrique qu'on ne savait pas qu'ils avaient. Et donc, évidemment, ils ont eu aussi à se recharger. Donc, moi, ce que je veux dire par là, s'agissant des services de réservation, n'affirmez pas n'envoyez pas à des gens qui vous demandent cette fonction point de recharge sur des hébergements dont vous n'êtes pas certain. Et c'est pour ça que d'avoir des hébergements référencés IRVE, ça sera la bonne réponse au fur et à mesure des demandes. Sinon, là, ça s'est bien passé. Et moi, j'étais très prudent. J'allais contrôler à la main tous les quarts d'heure au début que ça ne chauffe pas. Bon, j'ai vu que ça marchait très bien. Ça s'est passé sans aucun souci.
Mais j'ai eu très peur et ça aurait pu mal finir. Dans un autre hébergement dans le Jura, j'ai dû finir mes recharges sur des bornes publiques parce que dans l'hébergement, ce que m'avait proposé le propriétaire ne convenait pas, il y a eu un défaut au bout de plusieurs heures. Donc voilà, enfin, moi j'en retire comme conclusion que je ne me fierai pas à des hébergements qui ne seront pas dûment référencés. Chercher autrement. Et tant pis si ce ne sera pas dans le réseau Gîtes de France, c'est ce que je retire comme conclusion. On peut passer à la diapo suivante. Donc, qui installe les deux solutions qu'on a vues tout à l'heure, prise renforcée ou bien borne domestique, ou bien un panachage des deux, hein, selon le cas. Donc, comme je vous le disais, juridiquement, votre électricien habituel a le droit d'installer une prise renforcée. Par contre, s'il s'agit d'installer une borne, votre électricien ne peut le faire que s'il a suivi une formation spéciale et qu'il a obtenu la qualification IRVE, avec le petit pastille que je vous ai mis à côté. Ce n'est pas dérogatoire, on ne peut pas déroger à ça, c'est obligatoire pour les bornes. Et il y a des enjeux en termes de sécurité et que ça se répercute sur votre couverture au niveau assurance, vous pensez bien. Et au-delà de ça, comme je vous le disais tout à l'heure, mais je le redis, la fédération, considérant que les équipements dont nous parlons ici sont des équipements pour des tiers, c'est-à-dire pas votre famille, pas vous, pas vos enfants, ce n'est pas votre usage domestique, mais c'est au minimum partagé avec vos clients ou dédié spécifiquement à vos clients, pour qu'il n'y ait pas de méprise, de déconvenue, pour qu'il y ait une bonne analyse de l'installation. Il est préconisé que tous les points de recharge dont nous parlons dans le cadre de les référencements Gîtes de France soient installés par un électricien qualifié IRVE. Dans tous les cas, avant de passer commande, moi je vous incite fortement à faire un diagnostic de votre installation existante, à demander plusieurs devis et plusieurs préconisations le cas échéant. Et s'il y a lieu de faire un séquençage entre une première étape d'équipement puis une deuxième ultérieurement, de prévoir d'avoir fait les réservations pour faciliter les étapes ultérieures, si étapes ultérieures il devrait y avoir. Ça, c'est pour limiter les dépenses inutiles. Voilà. Quand on a une installation en triphasé, on peut installer simplement une prise renforcée. Ce n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de mettre du triphasé. C'est une possibilité dont on tire parti ou pas. Diapo suivante. Alors, combien ça coûte? Alors, les chiffres que j'avais collectés en 2021 sont bien sûr à prendre avec des précautions, avec des pincettes, compte tenu de l'inflation que nous avons depuis l'année dernière. Donc, moi, je n'ai pas joué au petit jeu de refaire la tournée des popotes à chaque fois, parce que c'est trop fastidieux. Et je pense que ça, la durée de validité serait encore pas fiable pour autant. Donc, je vous donne, à titre indicatif, et j'insiste, les tarifs qui étaient ceux relevés en 2021, puis vous actualiserez. Donc, 3 cas. Une prise renforcée type Green Up de chez Legrand, mais il y a d'autres modèles, encore une fois, d'autres marques. 450 € TTC installé. Ça, ce n'est pas le prix de la prise, hein, c'est le prix de l'installation. Une borne monophasée, donc en 7 kg, 1300 TTC, et triphasée, 2300, de 7 à 22, selon la capacité de votre installation, bien sûr, et de la voiture qui sera raccordée à cette borne. 7, c'est pour une voiture qui charge en monophasé. 22, c'est pour une voiture qui tire la plus grande capacité d'une borne. Donc, la voiture la plus connue, c'est la Zoé. Et la plupart des voitures qui chargent en triphasé le font à 11 kg. Moi, j'ai une Tesla pour la route et elle ne charge qu'à 11. J'attire votre attention sur une chose, c'est que si vous vous équipez, vous, à titre privé, d'une voiture électrique, si vous pensez devoir le faire, si vous avez envie de le faire, devoir le faire, il n'y a rien, il n'y a pas d'obligation pour l'instant, c'est en 2035. Si vous pensez devoir le faire, profitez-en.
Parce que les constructeurs, les concessionnaires ont en général des partenariats avec des réseaux d'électriciens qui permettent d'avoir des prix préférentiels au niveau de l'installation d'une solution de recharge à domicile. Ça peut éventuellement faire double emploi avec l'installation pour vos hébergements, si c'est à la même adresse, bien sûr. Alors, j'évoque maintenant, après le coût d'installation, les aides à l'installation. Les aides à l'installation, il y en a de deux types. D'une part, le programme Advenir et d'autre part, un crédit d'impôt. Le programme Advenir, c'est un programme public-privé qui mixte des crédits des fonds de plusieurs origines et qui permet le versement d'une aide pour tout point de recharge dès lors que c'est un point de recharge ouvert au public. Ça ne marche pas si on installe une prise chez soi, pour soi. Ça ne marche que pour autant que ce point de recharge sera ouvert à votre clientèle. Et j'ai vérifié, les hébergements Gîtes de France sont éligibles pour autant que vous puissiez justifier d'un numéro de SIRET. Si vous n'avez pas de numéro de SIRET, je pense que ça ne pourra pas aboutir. Crédit d'impôt. Crédit d'impôt, c'est le mécanisme inverse. Le crédit d'impôt, il est fait pour favoriser l'installation à domicile, donc pour les particuliers, sur l'impôt sur le revenu, d'une solution de recharge à domicile. Et ça ne marche que pour les bornes. Le programme Advenir, ça marche en fonction du nombre de points de recharge installés, qu'il s'agisse de bornes ou de prises ou de prises renforcées. Crédit d'impôt, 300 € pour une borne et seulement pour une borne. Si vous êtes un couple marié ou pacsé, vous avez le droit à 2 fois. Typiquement, c'est prévu pour que si vous avez besoin d'installer 2 bornes, vous puissiez le faire avec la même aide. Donc, si à votre domicile, à la même adresse, il y a aussi des hébergements, chambres d'hôtes ou gîtes, vous pouvez, le cas échéant, mettre une borne pour vous et une borne pour votre clientèle. Et ça, c'est à la condition que ce soit à la même adresse, puisque ce n'est pas lié à une société ou une forme juridique à but commercial. C'est simplement une aide aux particuliers pour leur domicile. Ça ne marche pas pour une résidence secondaire. Ça doit être le domicile principal. Alors, dans le cas d'une chambre d'hôte, la chambre d'hôte, ça fonctionne à l'adresse du domicile. Sinon, je ne vois pas comment ça marcherait. Ça peut être une solution. Alors, diapo suivante. Ah ben, zut, moi, ton diaporama, ça avance plus. Vous le voyez là? Bon, alors, je vais commenter directement à l'écran. Je ne sais pas pourquoi il se plante. Donc, sur ce tableau, c'est un tableau indicatif. Encore une fois, c'est des chiffres de 2021. Il doit être actualisé pour fonctionner, pour en faire le meilleur usage. Donc, je vous explique comment ça marche. J'ai fait trois lignes de couleurs, comme vous le voyez. En rosé, ce sont les véhicules hybrides rechargeables. En bleu, ce sont les véhicules 100% électriques. Et en vert, c'est un mixte qui concerne, à titre indicatif, le prix de revient selon la consommation sur 100 km parcourus. En haut, en jaune, il y a le tarif de base. Là, j'avais pris le tarif EDF en 2021. Et en orangé, le tarif heure creuse. Donc, une fois que vous avez ça, vous reprenez votre abonnement, votre fournisseur, et vous mettez vos chiffres à vous, le tarif unitaire du kilowattheure en tarif de base, éventuellement en heure creuse si vous avez heure creuse. Et ensuite, vous pouvez renseigner à combien revient différents types de recharge. Si on prend une hybride rechargeable, on voit que sur une hybride rechargeable, les batteries sont petites, beaucoup plus petites que sur une 100% électrique, puisqu'il y a un deuxième moteur et un réservoir de carburant. Donc, vous savez qu'un hybride rechargeable, c'est bretelles et ceinture. Il y a un réservoir, il y a un moteur thermique, et il y a un moteur électrique et une batterie.
On travaille tout ça. Donc, une recharge de 12 kWh, ça nous donne, au tarif de base EDF 2021, à peine 2 € et 1,60 € aux heures creuses. Une voiture hybride, une voiture 100% électrique, une grosse recharge de 60 kWh, donc vraiment une grosse recharge, ça coûtait 9,50 € au tarif de base et 8 € en tarif heure creuse. Une recharge courante, plus courante de 40, ça faisait 6,40 € ou 5,40 €. Et une recharge de 25, c'est une petite recharge d'appoint. Vous voyez, ça coûte à peine 4 € ou 3,40 € selon le type d'horaire et d'abonnement. Après, la ligne du dessous, c'est indicatif pour le prix de revient en fonction de la consommation, puisque tous les véhicules, qu'ils soient électriques ou thermiques, ne consomment pas la même chose selon la conduite, la météo, si on conduit, si on a le pied lourd ou pas. Et puis le véhicule aussi. Donc, on peut passer. Alors ce tableau, ça vise deux choses. D'une part, à vous montrer que toutes les recharges ne sont pas équivalentes et qu'il y a des petites recharges. Je ne vous entends plus, monsieur Lenoir. Je ne sais pas si c'est le cas des autres personnes. On n'entend plus non plus. Vous l'entendez? Non. Non, Je crois qu'on l'a perdu. on n'entend plus. Il a le micro coupé. Non, ça y est, c'est déconnecté. S'il n'avait plus rien à l'ordinateur, en fait, c'est pour ça que moi aussi je me suis absentée, c'est que ça pompe beaucoup la visio et du coup, mon ordinateur était chargé à bloc, mais il s'est vite déchargé. Je pense qu'il a eu le même souci. Vous avez des questions par rapport à ce qui a été... Parce que moi, il m'a demandé de les noter et si jamais, il répondra après. Oui. Oui. Le partage. Oui. Une question. Allez-y. Vous êtes monsieur? D'accord. Ah, mais on a retrouvé monsieur Lenoir. Par contre, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert et on entend un peu tout. Oui, Je c'est suis moi. désolée. C'est moi parce que je voulais Ben, rajouter allez-y, quelque monsieur. chose. Sur C'est les prix monsieur qui sont Lacombe. Oui, c'est ça. Sur les prix Allez-y. qui sont indiqués, c'est le prix de l'énergie. Je pense qu'il n'y a pas les taxes d'acheminement comprises ni la TVA sur ça. On ne vous entend pas, monsieur Lenoir. Allô? Apparemment, monsieur Lenoir a coupé son micro, donc on ne l'entend plus, c'est normal. Ouais, je lui mets un message parce qu'il ne nous entend pas. Ça y est, j'ai vu. Ça y est? J'ai vu, effectivement. Ah, pardon, c'est bon. J'ai vu le... Merci de votre vigilance. Il y a un micro qui a été coupé par erreur. Voilà, donc, je reviens sur le tableau sur lequel nous étions, avec les codes couleurs, là. Est-ce qu'on peut remettre ça à l'écran? Ça y est? C'est bon? Le tarif de base et le tarif heure creuse, il ne s'agit pas de mettre le tarif brut, il s'agit de mettre le tarif TTC. C'est-à-dire, vous prenez votre facture. Sur la facture, vous allez voir un tarif hors taxe par kilowattheure. À ça, il faut rajouter la TVA et les taxes. Ce dont on parle, c'est le tarif TTC, toutes charges comprises. C'est important et l'écart, il est significatif. Hein. Les charges, c'est à peu près... ça augmente à peu près de 40% hein, par rapport au tarif de base. C'est pas anodin. Hein. Aujourd'hui, le tarif de base, il est plus aux alentours de 0,31. Il s'agit bien de chiffres 2021, là, en l'occurrence. Oui, oui, c'est des chiffres 2021. Je ne les ai pas touchés exprès. Ça dépend des abonnements. Moi, mon abonnement, il n'est pas ça, mais c'est pas 20, c'est pas 2031, mais ça dépend.
Mais il faut calculer son prix de revient TTC. D'ailleurs, c'est pas forcément quelque chose que vous connaissez spontanément. Il faudra le rechercher. Excusez-moi, ce n'est pas tout à fait ce qui est noté dans votre slide, puisqu'il est noté hors abonnement et taxes. Donc, ouais. Là, ici, hors abonnement et taxes. Oui, en haut du tableau. Ah oui. Ça, sur ce tableau-là, oui. Effectivement, c'est le tarif de base. Mais après, pour la facturation, dont j'anticipe, je répondais à la question de M. Lacombe, si j'ai bien compris. C'est ça. Moi, j'ai fait. J'anticipais pour la facturation, on fait TTC. Si ça peut éclairer, moi, je l'ai fait sur le tarif de 2021, il faut rajouter 10 centimes. Voilà, c'est fonction de l'hébergement et de l'abonnement que vous avez souscrit à votre fournisseur. Voilà. Donc là, ici, vous avez raison, Jean. Ici, j'ai pris un truc simple à titre indicatif en partant de la facture de votre facture d'électricité. Mais après, pour la diapo suivante, pour aborder la facturation, c'est ce vers quoi nous arrivons. On prend le prix complet, c'est-à-dire avec les charges, parce que la différence, elle est significative. Donc, la facturation, c'est à votre choix, évidemment. Il n'y a pas de doctrine arrêtée au niveau des GE France à ma connaissance. Moi, je vous dissuade de faire un service gratuit à une époque où on parle de sobriété énergétique. Je ne vois pas pourquoi dans l'hébergement, il y aurait le prix des recharges alors qu'une partie de vos clients se rechargeront et d'autres ne se rechargeront pas. Ça ne me semble pas très responsable. Je ne vois pas la cohérence. Moi, je suis partisan d'un service payant et la bonne pratique, me semble, est de la facturation au prix coûtant. C'est réglementaire, c'est légal. On a le droit de facturer une recharge au prix coûtant. Vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité et de faire une marge là-dessus, ça c'est sûr. Mais vous avez le droit de rendre service à vos clients et de leur imputer le prix que ça revient. Donc, j'ai bien mis consommation mesurée, on va voir comment après, multiplié par le coût unitaire TTC. Donc, la question que ça pose, c'est la question de la mesure de la consommation électrique délivrée. Alors, il y a plusieurs cas. Soit votre hébergement comporte son point d'arrivée électrique avec le compteur Enedis directement. C'était le cas du gîte en photo tout à l'heure dans les Pyrénées. Le propriétaire avait sa maison à côté et puis l'hébergement avait son point de livraison particulier. Et donc, on fait dans ce cas-là un relevé à l'arrivée. Vous savez sans doute que la pratique est qu'il y a un forfait journalier de tant de kilowattheures qui sont inclus dans la location et qu'au-delà de cette consommation, en fonction du relevé à la fin du séjour, on paye la différence. C'est ce qui s'est passé chez ce monsieur. De mémoire, on avait consommé pour ma voiture et puis les amis qui étaient venus nous rendre visite quelques jours, en dépassement, on avait fait 130 kWh. J'ai payé 130 kWh à son tarif TTC. Il a compris comment il fallait procéder. Il m'a dit qu'il s'équiperait, etc. Mais on ne lui avait jamais reparlé de rien jusqu'à présent. Donc ça, c'est le cas le plus simple où votre hébergement comporte un compteur Enedis. Mais il peut se faire, et c'est quand même fréquent, où l'hébergement ou bien les hébergements sont directement alimentés par votre point de livraison qui est dans votre domicile. Ou bien l'un des hébergements, enfin bon, pour plusieurs en tout cas. Et dans ce cas-là, la bonne solution, c'est soit d'installer un dispositif métrologique de mesure, un sous-compteur en tête de ligne de votre point de livraison, de votre point de recharge. Il faut que ce compteur soit conforme à la norme MID. C'est obligatoire. C'est comme pour les poids et mesures, pour les litrages de carburant ou les poids chez les commerçants. Tout ça est susceptible de vérification par la concurrence et consommation. C'est une question de fiabilité des actes de commerce. Donc, il y a une norme MID pour l'alimentation électrique.
Maintenant, il existe des bornes renforcées qui comportent un dispositif de comptage intégré. Ça peut être une solution beaucoup plus simple dans le choix du matériel à installer. Moi, je vais installer jusqu'à présent, les recharges dans mon gîte se faisaient sur ma borne privée. Mais j'ai demandé à mon électricien d'installer une prise renforcée sur le parking du gîte et je vais mettre dans le gîte un sous-compteur. Je dis au futur parce que depuis le mois d'octobre, l'électricien attend de recevoir le sous-compteur qu'il a commandé et qui n'arrive pas. Ça, c'est les périodes de pénurie actuelles, comme vous savez. Donc, à défaut, on peut aussi s'arranger avec le client parce que la voiture va indiquer, c'est indicatif, mais c'est quand même une information sur laquelle on peut s'appuyer. La voiture affiche à la fin de chaque acte de recharge combien de kilowattheures elle a chargé. Mais il y a un petit delta, parce que ce matin, la question m'a été posée, elle était très juste, parce que la consommation débitée par l'installation et le nombre de kilowattheures ingurgités par la voiture, il y a un écart entre les deux, parce que la batterie d'une voiture électrique, la batterie de traction, ça fonctionne en courant continu. Et donc, pour les recharges normales, en courant alternatif, il y a un chargeur dans la voiture qui fait la conversion. Et la conversion fait toujours une perte qui varie entre 10, 15%, 20%, selon les modèles et les marques. Voilà, c'est pour ça que c'est mieux de mesurer la consommation sur la ligne qui alimente votre point de recharge. Alors, la question du forfait de recharge, ça existe, je l'ai vu. J'ai vu des hébergements qui me le proposaient. Moi, je trouve que ce n'est pas très juste parce que, en fait, comme vous l'avez vu tout à l'heure, toutes les voitures qui se branchent n'ont pas des batteries de taille équivalente. Et par ailleurs, toutes les batteries ne sont pas déchargées à fond. Il y en a qui seront à la moitié, au tiers, au quart, ou il restera que 5%. Et donc, l'acte de recharge, selon qu'on recharge totalement ou jusqu'à 80%, va être variable à plusieurs titres. Et moi, je me souviens de la chambre d'hôte dans le Tarn-et-Garonne quand je remontais l'été dernier. Il me dit, j'ai installé une borne et j'ai fait, pour me faciliter la tâche, un forfait, c'est 10 € par recharge. Je dis, oh, ok, très bien. Et je vous dirai demain matin combien j'ai chargé. Et en fait, en fonction du nombre de kilowattheures que j'ai mis, et par rapport à son tarif de facturation, je lui devais 12 €, ce que je lui ai bien sûr donné. Et il a compris qu'effectivement, c'était peut-être pratique de faire un forfait, mais ce n'est pas juste selon les situations. Et si on reste à la semaine et qu'on fait 5 actes de recharge, moi, je ne vais pas donner 50 € quand le prix juste de la consommation électrique ne sera que de la moitié. Je me permets de vous interrompre. Oui. Vous parlez de consommation, mais vous ne parlez jamais d'amortissement de l'installation. Alors, je parle de la consommation, effectivement. Moi, personnellement, ma pratique, je ne répercute pas l'amortissement du matériel. C'est son choix. Moi, j'estime que mon gîte, il est équipé avec ce qu'il a. Et si j'installe une piscine, ce qui n'est pas mon cas, mais ceux qui ont une piscine, vous ne faites pas payer le péage à l'entrée de la piscine. Donc, ça fait partie du tarif de la location, de l'offre de service. Elle a un prix. Mais maintenant, vous pouvez mettre un amortissement. Le coût de me revient de ma piscine, il est intégré à mon prix de vente. Bien sûr. Je ne vois pas pourquoi je ferais grâce de l'investissement et de l'amortissement de cet investissement. Vous pouvez raisonner comme ça. C'est le raisonnement d'un chef d'entreprise. Je comprends, mais moi, je suis un hébergeur, je suis un particulier, je ne suis pas un chef d'entreprise, et je raisonne en tant que particulier j'héberge chez moi les clients. C'est pas mon métier. Pas mon métier. Vous faites bien un acte de commerce, donc vous faites bien une marque. Un acte de commerce, donc moi, je ne répercute que la consommation électrique. L'amortissement peut être inclus, je ne dis pas le contraire. Moi, je trouve que c'est une mauvaise pratique parce que par rapport au chef d'entreprise, vous êtes déloyal. Vous offrez un service qui devrait être payant. Donc finalement, le client qui va venir chez vous, puis qui après va venir chez moi, il ne va pas comprendre. Alors que tout service doit être payant.
Je ne suis pas sûr parce qu'actuellement, jusqu'à présent, les recharges se font sur ma borne. C'est mon usage privé, pour mon usage privé, et j'en fais profiter mes clients. Donc, c'est à voir au cas de figure. En tout cas, vous avez le droit, mais restez raisonnable, ne mettez pas des tarifs qui sont dissuasifs. J'ai vu un hébergement récemment qui disait facturer 2,50 € par heure sur une borne qui débitait à 3,7 kW par heure, ce qui nous fait un prix de revient à 0,67 € par kilowattheure, c'est franchement très 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 cher. C'est plus cher que les bornes en courant continu, en borne rapide où on se recharge en quelques dizaines de minutes. Donc je pense qu'il faut être raisonnable. Sinon, c'est pas intéressant, on va se recharger ailleurs. Moi, ce à quoi je vous invite, c'est à faire le juste prix et que ce soit incitatif, que les gens viennent chez vous plutôt qu'ailleurs. Voilà. Donc, chacun fait sa politique. Je ne vais pas dire que l'investissement, il existe, et bien sûr, c'est un coût. Si je peux me permettre. Bien sûr. On peut intégrer l'amortissement dans le prix de la nuitée. C'est plus raisonnable parce que refacturer déjà de l'énergie, c'est une tolérance. Il n'y a que les fournisseurs d'énergie normalement qui peuvent refacturer. Pour nous, c'est toléré, mais si à condition de justifier du prix de l'énergie qu'on paie actuellement. Si on veut rajouter de l'amortissement, je pense qu'ils vont mieux l'intégrer dans la nuitée. Dans le prix de l'hébergement. Je vais faire payer à tous mes clients. Je suis d'accord avec vous. Je ne vais pas intégrer le prix d'une prise qui ne sera utilisée que par les propriétaires de voitures électriques. De toute façon, avec les années qui viennent, il y a un moment où ce sera quasiment deux fois sur 3 et de plus en plus. Ça, je vous laisse. Pas encore, ça arrivera. Je vous laisse cette opinion. Pour moi, on va pas tendre vers ça parce qu'on parle de plus en plus de véhicules équipés pour des carburants. Comment le terme m'échappe de synthèse. Les constructeurs. Les carburants verts. Les carburants verts, peut-être. Donc, c'est pas sûr que l'on. Oui, mais en 2035, il n'y aura plus de moteur thermique. On ne pourra plus vendre de voitures avec un moteur thermique en 2035. C'est ça l'échéance européenne. Il y aura peut-être de plus en plus de bioéthanol. Vous savez, l'électricité, aujourd'hui, c'est un vrai problème politique. Et aujourd'hui, on pousse les gens à rouler à l'électrique alors qu'on a un parc électrique qui est pas suffisant, une production électrique qui est pas suffisante. Donc, d'ici à ce qu'il y ait des changements. C'est pour ça que la bonne solution, c'est de produire localement. Et il y a des hébergeurs qui coupent point de recharge et production locale en autoconsommation. Ça fait partie des possibilités. Ouais. Tout ça, c'est subventionné. Hein. Votre voiture, la Zoé, si elle est vendue 15 ou 20 000 euros, en fait, elle en coûte 30. C'est plus que ça. C'est subventionné. Oui, bien sûr. Mais donc moi, aujourd'hui, je paye des impôts pour des subventions qui sont données à des utilisateurs de voitures électriques. Donc, je paye une voiture électrique pour que d'autres roulent en voiture électrique, alors que je ne suis pas utilisateur de voiture électrique. Tout ça, c'est subventionné. Est-ce que ce n'est pas un autre débat, ça, peut-être les animateurs de France? Voilà, là, on est sur les voitures électriques. On ne parle pas ici de rouler ou pas en voiture électrique. Je dis, il s'agit de savoir si vous, hébergeurs, vous vous équipez pour répondre à cette demande croissante. Voilà. Non, et puis là, on parlait d'amortissement de l'installation. Et aujourd'hui, il faut bien amortir tous les investissements que vous faites ou que je fais. Il faut bien les amortir dans le temps, chef d'entreprise ou pas chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, dire que vous ne comptez, vous ne facturez que le prix de l'énergie que le client va charger dans sa bagnole, pour moi, c'est son choix. Pour l'intégrer dans le prix de la nuitée, c'est souvent. Vous avez un hébergement qui présente X prestations avec un barbecue, un salon de jardin, mais ça fait partie du prix, cher monsieur. Ça fait partie du prix. Et les points de recherche ne font pas partie. Peut-être que la proposition de M. Lacombe est tout à fait
elle peut être aussi examinée par chacun, puisque lorsqu'on Voilà, a chacun a fait. voilà, sur la même propriété une piscine partagée, ce qui est mon cas, j'ai 4 Voilà. gîtes, une piscine partagée, et comme l'a dit M. Lacombe, moi en fait, mes tarifs, lorsque j'ai équipé avec ma piscine, mes tarifs ont augmenté, et effectivement, même si ce n'est pas juste, voilà. tout le monde le paye, et donc Voilà. finalement, c'est un peu le même système. Tout à fait. Voilà. Après, c'est à chacun, il me semble, de voir ce qui est le plus adapté par rapport à son cas. Si vous voulez faire voilà, un amortissement, voilà, c'est un peu libre choix, il me semble, peut-être. Comme votre piscine. Bon. Monsieur Lenoir, si vous voulez continuer. Là-dessus, je n'ai pas de point de vue conclusif. Moi, je suis d'accord avec la position de M. Lacombe parce qu'il me semble que l'hébergement, il présente différentes caractéristiques, dont celle d'être équipé de façon réglementaire en point de recharge. Ça a un prix. Après, on en tire parti ou pas, mais si on l'a choisi, c'est en connaissance de cause, puisque c'est mentionné sur la fiche descriptive. Et si on recharge, eh bien, on paye sa consommation. Moi, c'est ma position, mais maintenant, il peut y en avoir d'autres, je peux le concevoir. Dans tous les cas, l'amortissement, évidemment, le matériel, il faut se retrouver dans le calcul des prix, c'est évident. Un ou l'autre. Bon, on peut avancer. Voilà. Alors, diapo suivante. Donc, on arrive à la fin, en fait. Dans le guide pratique que vous pouvez télécharger sur l'espace propriétaire, vous verrez à la fin les références de 2 entreprises qui avaient passé un partenariat avec la Fédération des Gîtes de France, Covoltis et SGA. J'ai dû barrer Covoltis et les références parce que à l'automne 2022, ils n'ont pas reconduit leur partenariat. J'ai appris ça récemment et donc du coup, je le mets pour mémoire. Je le mentionne parce que leur offre était originale, mais je ne suis pas sûr que si vous vous adressez à eux, vous pourrez en bénéficier, ou en tout cas peut-être sur des bases différentes, parce que eux, ce qu'ils proposaient, c'était de vous équiper sans que ça vous coûte rien. Ils vous installent chez vous du matériel, une borne de recharge, et ensuite, vos clients, quand ils se rechargent, deviennent leurs clients. C'est eux qui facturent en direct et qui vous rétrocèdent la consommation électrique. C'est le schéma inverse. Donc, ils proposaient un équipement sans que les propriétaires aient à débourser quoi que ce soit, et donc vous faites un apport de clientèle par le fait à cette entreprise. Mais le partenariat n'a pas été reconduit. SGA, c'est une formule classique où le SGA fournit du matériel que vous choisissez et ils ont un réseau d'installateurs, bien sûr, sur toute la France qui permet de répondre à vos besoins. Donc, dans les offres d'électriciens locaux que vous pourrez consulter, il peut y avoir un électricien qui est référencé chez SGA. J'ai mis Madame Fossé, parce que Madame Fossé, qui était l'interlocutrice en 2021, quand on a finalisé le guide pratique, a quitté cette entreprise. Elle est maintenant dans une autre entreprise, Énergitronique, et elle m'a fait plusieurs fois des messages, ainsi qu'à la fédération, en disant que Énergitronique diffusait du matériel qui pourrait être intéressant pour les Gîtes de France, en particulier des bornes et des prises renforcées équipées d'un système de comptage. Pour l'instant, le guide pratique, il est dans la version 2021, mais il est possible qu'en 2023, il y ait une mise à jour avec de nouveaux partenaires, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas conclu à ce stade. Je mentionne Madame Fossé et Énergitronique parce que ça pourrait être une opportunité le cas échéant. Et puis, je mentionnerai, hors partenariat aussi, ThemLab, qui est une entreprise qui se spécialise pour l'équipement de collectivités, soit des copropriétés, des résidences ou un hôtel, de façon à installer quelques points de recharge qui vont fonctionner pour un nombre supérieur de clients. Et dans ce cas-là, à son arrivée, le client reçoit un badge qui va le permettre de s'identifier quand il va lancer sa recharge sur la borne, et ça sera imputé sur son compte de client au moment de son départ. Quoi, voilà. Donc, ça s'écrit comment, Monsieur Lenoir, ThemLab? ThemLab, T-E-M-L-A-B. D'accord, merci. Voilà. Ça c'est plutôt... Moi, j'en parle en pensant aux hébergements multiples, donc plusieurs chambres d'hôtes et gîtes,
grands gîtes, gîtes d'étape, etc. Ça peut être une solution plutôt que d'éviter d'installer autant de bornes ou de prises renforcées que d'hébergement. Ça serait un investissement disproportionné. Il vaut mieux une solution mutualisée. Voilà. Et puis donc, à la fin, comme je vous le disais tout à l'heure, le guide pratique doit être téléchargeable sur votre espace propriétaire en tant qu'adhérent Gîtes de France. Donc, vous avez plus de détails dans le guide pratique, bien sûr. Voilà, pour ma part, j'arrive au terme de ce que je voulais vous présenter. Je réponds à vos questions s'il y en a d'autres. Oui, si vous me le permettez, la longueur du câble que vous avez dans votre Tesla, enfin des deux câbles que vous avez dans votre Tesla, quelle est la longueur de ces câbles? Alors, donc justement, j'ai dit tout à l'heure 5 mètres pour répondre à tous les cas de figure. Dans la Tesla, j'ai un câble qui fait 6 ou 7 mètres pour la prise de courant, pour le branchement sur une prise de courant, mais il ne fait que 5 mètres pour le branchement sur une borne. D'accord. OK. Voilà. Mais après, comme il y a maintenant foultitude de véhicules et de constructeurs, ils n'ont pas tous les mêmes pratiques en matière de longueur de câble. Et puis, il y a des voitures qui sont fournies avec des câbles. Il y a des voitures où le client doit l'acheter en plus. Il peut acheter un câble de la marque ou une autre, il peut l'acheter au mètre ou pas, etc. Donc 5 mètres, c'est la distance minimale sur laquelle il faut se situer. Voilà. Vous avez des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, apparemment, je vous ai assommé alors, parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Non, c'était très bien, merci. Très Voilà. bien, mais ben, on vous remercie, Monsieur Lenoir. Donc, on distribuera donc le document à tous les participants. Voilà, j'espère que ça vous éclaire et que vous ferez vos choix en bonne connaissance de cause. Voilà, voilà. Et moi, d'avant, je vous remercie pour les clients qui viendront et je ferai peut-être partie de ceux-là un jour dans votre région. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé, ça peut se reproduire. Mais au plaisir de vous accueillir. J'avais une question plutôt à Bernard et je ne sais plus s'il est là, Bernard. Ah, d'accord. En fait, plutôt voilà, au relais. Est-ce que réellement, chaque relais sent qu'il y a une demande croissante ou pas quant à cet équipement? Oui, ça arrive. C'est bien pour ça qu'un critère de recherche, si vous voulez, sur les sites Internet, on l'a fait remonter. Mais au même titre que les piscines. Une idée d'un pourcentage? Non, le pourcentage, non, c'est par contre, je ne peux pas vous dire. Non. D'accord. Mais de toute façon, la demande, elle reste encore actuellement minoritaire. Voilà, la suggestion que je vous fais, c'est de faire partie des quelques hébergements qui s'équipent et d'attraire à vous cette clientèle-là, si c'est votre choix. Parce que quand on est c'est une question de c'est un critère de sélection des hébergements. Quand on est voilà. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est un peu particulier à chaque hébergement. Nous avons 4 gîtes sur le site. Oui. Donc voilà, ça veut dire que là, vu ce que vous avez expliqué, si on met une borne, enfin une prise lente sur le site, en fait, personne ne se recharge. En une semaine, personne ne recharge sa voiture, quoi. Ah si, en une semaine, si. Si, en une semaine, il n'y a pas de problème. Mais... de ce que j'ai compris, c'est un peu court, quoi. Non, c'est sur une semaine. Si vous arrivez vide, vous voyez, parce qu'en fait, ce qui est un peu perturbant, c'est que là-dedans, il faut prendre en compte finalement des choses qu'on ne maîtrise pas, la façon dont les personnes vont gérer leur recharge, leur consommation, en fait. Donc voilà, ce que moi, dans la démarche… Je me suis mal exprimé, je vais reprendre. Si vous avez 4 hébergements, moi, je pense que la solution doit être regardée de près pour installer une borne domestique. Parce que là, ça m'est arrivé, nous, au printemps l'année dernière, au cours d'un week-end, on est arrivé dans une ancienne ferme où il y avait 4 hébergements. Eh bien, le propriétaire a été confronté ce week-end-là, c'est un week-end prolongé, sur les 4, il y en avait 2 qui demandaient à se recharger. Une voiture 100% électrique, la mienne, et une voiture hybride rechargeable. Ça ne lui était jamais arrivé.
Et donc, quand il y a simultanément comme ça, c'est intéressant d'avoir une borne qui va permettre de recharger plus rapidement, alors que la prise renforcée, ça va bloquer. Une voiture va y rester dessus toute la nuit et éventuellement la matinée suivante. C'est ça. Donc, Et donc, si vous avez plusieurs hébergements, ça vaut le coup de mettre une borne en usage mutualisé, ou même quand il y a plusieurs gîtes et chambres d'hôtes, une borne et une prise renforcée. Comme ça, vous panachez selon que les gens repartent le lendemain ou s'ils font des trajets locaux seulement. Parce que dans votre présentation, sauf erreur de ma part, j'ai noté qu'une prise renforcée, c'était 1 heure de charge 10 km. Ah non, c'était 1 kilowatt. Oui, 1 kilowatt, une prise renforcée, ça charge à la puissance de 3 kg. D'accord, ok. Donc, c'est 3 kW dans 1 heure. Si la voiture a besoin de mettre 40 kWh, ben vous voyez combien de temps il va falloir. Si vous chargez à 7, ben, ça va beaucoup plus vite. Si vous chargez à 11, encore plus. D'accord. C'est pour ça que… Oui, alors là, c'est la com. Pour les charges, à monophasé, on peut arriver à 12 kW. Donc, ça n'empêche pas de pouvoir installer 2 prises à renforcer si on a 12 kW. Après, si on a un abonnement suffisant, je ne savais pas qu'on pouvait aller jusqu'à 12. J'ai posé la question. J'ai posé la question récemment. Et ça veut dire que vous avez un abonnement. Moi, je suis à 9, mais pour 12 kg, il change le compteur Linky, c'est pas le même. Ah, d'accord. Mais on peut arriver à 12 avec du mono. Voilà. Okay. Merci. Après, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'électriciens qui sont habilités. Moi, je crains que ça coince là. S'il faut des habilitations. C'est pas sûr. Sur le guide pratique, j'ai mis une référence qui vous permet de consulter avec un code postal pour avoir les électriciens qui sont habilités. Mais, pour avoir discuté avec des électriciens, chaque fois qu'il faut des habilitations, il faut passer au moins une journée, ça coûte. Et c'est un coût. Beaucoup laissent tomber, surtout par les temps qui courent, ils sont tous dépassés. Ils sont tous à vérifier. Moi, je sais que mon électricien qui m'a installé il y a 8 ans ma borne, il n'était pas habilité. À l'époque, ce n'était pas obligatoire. Depuis, il a fait la formation, il en est content. Mais je suis en train de penser à quelque chose, étant vice-président départemental de l'électrification, je suis en train de penser à une chose. Ouais. Je ne veux pas trop m'avancer, mais pourquoi ne pas se rapprocher justement des syndicats départementaux d'électrification et à partir de là, eux peuvent lancer un achat et référencer certains électriciens qui veulent faire la formation et l'habilitation. Pourquoi pas? Je suis en train de penser à ça. Dans notre département, moi je suis du Gers, c'est pas fait, mais pourquoi pas? J'en parlerai à la prochaine réunion, je pense. Oui. Je ne sais pas si pour Gîtes de France, ça peut être une référence peut-être ou une facilité. Mais en tout cas, les syndicats d'énergie moi je connais bien, je m'occupe au titre de l'association d'électromobilistes, des syndicats, des schémas directeurs départementaux. Il y a une complémentarité évidente parce que les voitures électriques, leur essor est bridé par deux contraintes. L'aspect prix, ça coûte plus cher à l'achat qu'une voiture thermique. Et après, le maillage des points de recharge quand on circule. Et je sais, les recharges de destination font partie du sujet. On en est conscient. Voilà. Et on en a, sur notre départemental, il y a un maillage, mais il n'est pas assez encore. Mais dans les villes, dans les centres-bourgs un peu importants, à partir de, disons, 2000-2500 habitants, il y a partout un point de recharge. Mais franchement, d'accord, mais moi, je disais à Madame Dangean que moi, par mon épouse, je connais bien l'Ariège et quand on va dans la maison de famille, sur les pentes du col de l'Accord, si je veux me recharger sur la borne, c'est en bas, à Sex, tout en bas. Donc là, vous rigolez, moi Mais oui, mais je sais. Notre problème de syndicat, c'est que toutes les bornes installées sont sous-utilisées. Alors, c'est compliqué de développer, quoi, parce qu'on retrouve. Et encore, on a mis des prix de revente du kilowatt qui sont vraiment marrants de bacquerette. D'accord, monsieur Lacombe, c'est pour ça
qu'il est très important que les hôtels, mais aussi les chambres d'hôtes et les gîtes s'équipent. Tout à fait. Comme les particuliers qui ont une voiture électrique, en général, le rechargent la plupart du temps à la maison. C'est évident. Ou au travail. Sur le parking des entreprises aussi, c'est un sujet. Voilà. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Il faut que ce soit quelque chose de simple et de fluide et de recharger là où on s'arrête et quand on s'arrête. Eh oui, c'est pour ça que moi, sur mon gîte, j'ai déjà une prise à recharge renforcée, c'est tout. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, merci. Je peux vous dire et vous inviter à y réfléchir activement. Bien sûr. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.